Un point matériel. On va considérer que c'est un objet qui est assimilé à un point. Un point matériel animé d'une vitesse linéaire. Bon, ça veut dire que c'est une vitesse où la direction est une droite. Vitesse linéaire. C'est une vitesse où le point matériel qui est le système étant le point matériel, bon, on va voir si le système ne va pas se compléter par la suite en lisant le petit texte ici qui est l'énoncé. On va regarder par après s'il n'y a pas dans le système d'autres objets. Parce que bon, un système peut être composé de plusieurs sous-systèmes. Hein. Bon, on fait l'étude d'un système, mais le sous-système est englobé dans plusieurs sous-systèmes. Donc, bon, un système peut être plusieurs sous-systèmes où on étudie plusieurs sous-systèmes en adéquation les uns par rapport aux autres. Bon, ici, on va voir. Pour l'instant, je suis qu'à la lecture de la première phrase. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'il y a un point matériel en présence qui pourrait être considéré comme le système. On va voir dans un petit instant. Alors, donc on a un point matériel qui est animé d'une vitesse linéaire, vient frapper une surface fixe. Voilà, on a une surface fixe. Voilà. Justement, j'étais en train de parler peut-être d'un organe qui était voilà, dans l'environnement propre du point matériel. Et donc, là, ça change tout parce que on a un point matériel et une surface fixe. Donc, on vient frapper une surface fixe. Alors, quand elle le frappe, le point matériel vient frapper la surface fixe, qui ne bouge pas, soit I, le point d'impact sur cette surface. Donc il vient le frapper à un endroit qui s'appelle I. Ce point matériel rebondit. Elle acquiert une vitesse linéaire de rebond. Donc pour l'instant, j'ai combien de vitesses? Ben, il y a la vitesse linéaire de départ, puis il y a une vitesse de rebond. Une vitesse de rebond, et repart après le choc. Alors sans frottement. Sans frottement, très important. Donc là, il y a une vitesse de départ de rebond, après le choc, sans frottement. Très important ce mot, sans frottement. Démontrer que l'angle d'incidence et de l'angle complémentaire à l'angle de rebond par rapport à la surface sont égaux. C'est clair et net comme une clarinette, et c'est un problème qui est bon. C'est un beau petit problème, ça c'est un beau petit problème. Alors je vais l'encadrer, je vais mettre bien sûr voilà, et je vais le relire. Donc on a un point matériel animé d'une certaine vitesse linéaire. Donc on donne quoi? On donne une vitesse d'approche, Alors pourquoi j'appelle ça vitesse d'approche? Parce que je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas d'où elle vient et je ne sais pas où elle va. Son point initial, je ne sais pas où il est exactement. Si je vais le représenter dans un axe XY, je ne sais pas où ce qu'il est. Donc moi, je vois tout simplement que... Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a moyen de résoudre ce problème-là, géométriquement. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai déjà pas fait dans une vidéo, mais concernant des distances. On sait le faire avec des distances. Bon, au niveau des distances, c'est un peu plus compliqué qu'au niveau... voilà, comme c'est fait ici. Alors, j'imagine que ce problème-là, il a été traité, bon, par les scientifiques de l'époque, de Newton, et à mon avis, Newton aurait probablement voilà, traité ce problème-là. À mon avis, il l'a traité, euh, il aurait traité ce problème-là. Pas avec les distances, parce que avec les distances, c'est un peu plus compliqué. Comme je vous dis, ça c'est plutôt au niveau de la géométrie. Et au niveau, donc là, on ne parle pas en termes de vitesse, mais on met des distances. Et, voilà, voilà, c'est un peu plus compliqué au niveau des distances. Je crois que je l'ai déjà fait dans une des vidéos. D'ailleurs, il faut aller voir en optique. Il est en optique. Vous le retrouverez. Voilà, je crois que vous le retrouverez. Il est dans la playlist qui se retrouve dans le domaine optique. Et donc, vous aurez compris qu'ici, est-ce que c'est un problème d'optique? Est-ce que à l'époque de Newton, il traitait ces problèmes-là d'optique? Ben, le problème, c'est que l'optique, il y a deux manières de l'aborder. Soit voir
qu'on a un point corpusculaire, donc voir que la lumière est voilà, corpusculaire, et donc considérer qu'on a un point matériel, bien par l'intermédiaire de l'optique géométrique. Là en ce moment on travaille avec des droites, voilà, des réflexions, des réfractions, tralali, tralala. Bon, ici vous aurez compris que ça correspond plus ou moins à une réflexion d'un signal lumineux. Mais si vous l'étudiez de manière corpusculaire, ben, c'est normal que on peut l'étudier assez simplement. Maintenant, on peut l'étudier à l'époque de Newton, parce que bon, on connaît tout, on a tous les paramètres pour l'étudier. Voilà, l'impact de la lumière au niveau corpusculaire sur une surface réfléchissante, c'est-à-dire là où il y a une réflexion, une surface qui va réfléchir, par exemple tel un miroir. Elle va réfléchir, donc on aura un rayon incident et un rayon lumineux incident et un rayon lumineux réfléchi, puisque on a un corps qui va faire une réflexion, tel un miroir. Et donc si on traite la lumière au niveau corpusculaire, on peut le traiter, et là on peut traiter via voilà, les équations de la dynamique données par Newton. Et Newton savait faire un tel problème. Maintenant, au niveau ondulatoire, c'est autre chose. Parce que bon, là, à ce moment-là, il faut attendre un petit peu quelques siècles après pour traiter au niveau ondulatoire. Mais au niveau, à l'époque de Newton, il pouvait traiter, voilà, en envisageant la lumière comme étant corpusculaire, voilà, de trouver que l'angle alors vous avez compris que c'est l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Hein. Vous aurez compris ça. Voilà. Donc, c'est... voilà. On peut faire cette analogie-là qui existe avec la réflexion d'un faisceau lumineux considéré comme une droite sur un objet, enfin sur un corps réfléchissant qui est un miroir plan. Un miroir plan. Et c'est là qu'il bon, il y a une controverse, bien sûr, où il y avait, à une époque, il y avait une controverse. Hein. Est-ce que la lumière était ondulatoire ou, comment on appelle ça, corpusculaire? Ben, ça a mis beaucoup de gens dans l'embarras. En fait, elle est les deux. Elle est les deux. Elle peut être considérée comme aussi bien corpusculaire, tout comme ondulatoire. Mais le domaine d'étude, bien sûr, comment on va l'étudier? On va l'étudier en fonction, si on la considère de manière corpusculaire, on va l'étudier d'une certaine façon, et si on l'étudie d'une manière ondulatoire, on va l'étudier via les équations, voilà, de l'optique ondulatoire. Donc ça, ici, au niveau corpus, si je l'étudie la lumière au niveau corpusculaire, je peux l'étudier de manière avec un point matériel qui est une corpuscule. Donc un corpuscule, je peux l'associer à un point matériel. Et donc là, vous aurez compris qu'on a affaire non pas à un choc central, mais un choc angulaire. C'est un choc angulaire et non pas central. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, le système est constitué d'un point matériel. On ne sait pas d'où il vient. Parce que je vous ai dit que, bon, ici, les vitesses vont nous suffire. Bien sûr, avec les forces. Hein. Les forces et vitesses vont nous suffire. Donc, d'où il vient le point? On s'en fout. On ne fait pas de la géométrie ici. On ne fait pas de la géométrie. On va faire de la dynamique. On va faire de la dynamique. C'est pour ça que je vous dis que Newton était capable, a probablement traité ce sujet, voilà, de la lumière. Donc, là, on a un point matériel. Voilà. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. En tout cas, il a une vitesse linéaire. Voilà. Animé d'une vitesse linéaire. Alors, il faut bien que je nomme cette vitesse. Il y aura une vitesse avant impact et une vitesse après impact. Alors, la vitesse avant impact, je vais l'appeler la vitesse V1. Vitesse avant impact. Avant impact. Voilà. Alors, l'impact, il se fait en un point I, je vous l'ai dit ici dans l'énoncé. Soit I le point d'impact sur cette surface. Voilà. Je vais l'appeler I. Alors, la surface, bien sûr, je vais la mettre là. C'est une surface fixe. Hein. Voilà. Voilà, qu'on va appeler S, qui fait partie du système. Alors, le système, c'est point matériel. Bah, c'est un système dynamique, hein, c'est pas un système statique.
Voilà. Ce qui est statique, bon, ce sont les... Voilà, ce qui est statique, c'est la surface qui est fixe. Mais à part ça, là, on étudie la dynamique, donc c'est un système dynamique, parce que j'ai un point matériel animé d'une certaine vitesse qui va frapper, je veux dire, un objet fixe, qui est, voilà, une surface S. Alors, son point d'impact dans le plan, je peux considérer comme un plan pi, hein, c'est un plan pi. Quand il touche le point, eh bien, on a une vitesse, on a un choc. Hein. Là, au point d'impact I, on a un choc. Ce choc fait qu'on a un changement de direction. C'est pour ça que je vous disais que on a, elle repart en ligne droite. On a une vitesse linéaire qui est V2. V2. Voilà. Ça, c'est le problème. Le problème. Voilà. Soit il le point d'impact sur cette surface, ce point matériel rebondit, elle acquiert une vitesse linéaire de rebond et part après le choc, donc sans frottement. Sans frottement, vous aurez compris que sans frottement, il y aura une réaction perpendiculaire, puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc ici, on aura une réaction que je vais appeler petit r. Elle sera perpendiculaire à la surface. Ça, c'est la réaction. Puisqu'il n'y a pas de frottement, on a une réaction comme ceci. Alors, il est intéressant de mettre, puisqu'on a une réaction normale, de mettre la normale. Alors, maintenant, vous avez les angles qui vont intervenir. L'angle ici, qui est l'angle d'incidence. Voilà. Alors, bien sûr, ici, je tracer voilà, par rapport à l'horizontale. Il y a un angle, bien sûr, un angle qui existe ici, que je vais appeler... oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une flèche à I. C'est un angle. Voilà, c'est l'angle I. Voilà. Ici, c'est l'angle alpha. Alpha. Mais on dit qu'il faut démontrer quoi? Bon, ce point matériel rebondi, il acquiert une vitesse linéaire que j'appelle V2 en ligne droite. Hein, et donc, on a bien une direction angulaire. Parce que si on avait tout sur une ligne, c'est un choc central. Mais ici, c'est un choc angulaire parce qu'il y a un changement d'angle. Voilà, un changement d'angle. Oui, attention qu'il y a un changement d'angle, mais justement, l'angle d'incidence est égal à l'angle complémentaire à l'angle de rebond. Alors, l'angle de rebond, j'appelle l'angle de rebond, c'est l'angle alpha. Et le complémentaire à l'angle alpha, ben, vous aurez compris que c'est l'angle ici, qui est l'angle de réflexion. Voilà. Et il faut démontrer que tout simplement, I égale à R. Mais ça, vous le connaissez, la relation voilà, de l'optique. Sinus I, je m'excuse, sinus I égale sinus R. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut démontrer. C'est que on aura I égale R. Donc, c'est-à-dire que l'angle ici est égal à l'angle là. C'est-à-dire qu'il va repartir avec un angle, si vous voulez, on aura une surface comme ceci. Si j'ai un point d'impact ici, ben, il suffit de chercher la normale et de faire la symétrie orthogonale par rapport à cet axe, qui est la normale. La normale, donc je vais faire la symétrie orthogonale. Voilà. Donc cet angle-là est là, si vous voulez. Voilà. Donc c'est juste si je prends un point qui est là, son symétrique, bon, je l'ai mal tracé, mais enfin bref, vous aurez compris que on va faire une symétrie orthogonale. Hein. Ce point-là, ben, il va passer par un point de passage qui est symétrique, qui est moment disposé, qui est ici, la distance, voilà, que j'appellerai A, B, C, A, B égale B, C. La distance AB égale la distance BC. Voilà, et le point d'impact, il est là, voilà, ici, en ce point-là. Et bien sûr, c'est la surface S qui est un plan que je vais appeler pi. Voilà. Et donc, il faut démontrer que l'angle I est égal à l'angle R. Alors ça, vous aurez compris que l'angle
un faisceau lumineux, par exemple, si je prends un faisceau lumineux, si je prends la lumière en tant que corpuscule, et donc qui fait voilà, un faisceau lumineux comme ça qui est considéré comme une droite, voilà, il va arriver comme ceci, il va taper, il va repartir. Donc on aura l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion par rapport à la normale. L'angle d'incidence est donné par rapport à la normale. Voilà, ça c'est le rayon incident en optique, hein, et ça c'est le rayon réfléchi. Voilà. Alors le S, vous aurez compris qu'en optique, en optique, c'est un miroir en optique, mais ici on n'est pas en optique. Donc il s'agit tout simplement, voilà, d'une vitesse qui est animée, enfin d'une particule ou d'un point matériel, considéré un point matériel qui arrive avec une certaine vitesse V1, qui repart avec une vitesse V2, et que l'angle d'incidence ici est égal à l'angle de réflexion. C'est ce qu'il faut démontrer. Alors vous aurez compris que, bon, tout d'abord, on a affaire à quoi ici? Bon, je vous ai dit qu'il y a une réaction. Hein. La réaction, elle est normale. Voilà, on a une réaction normale. Voilà. Et alors, on aura... Qu'est-ce qu'on a? On a une vitesse, voilà, une vitesse V1 d'une corpuscule qui vient frapper en cet endroit-là. Ben, qu'est-ce qui va se passer? On aura ce qu'on appelle une impulsion de force. Mais là, c'est une vraie impulsion de force. Voilà. Ça, c'est une... Donc, on aura une réaction, bien sûr, R de la surface sur le point matériel qui est perpendiculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant le choc, bien sûr, durant le choc, on a une réaction R, parce qu'en fait, qui est apportée par la normale, ouais, la normale N, et on a un vecteur percussion. Alors, ce vecteur percussion, c'est une vraie percussion. Voilà. Pourquoi? Parce que, bon, je vais l'appeler vecteur, je peux l'appeler F ou P pour percussion. C'est un vecteur de percussion qui est normal aussi, la même direction que la réaction. La même direction que la réaction, et donc est portée sur la normale. Alors la réaction, elle est là. Elle est normale, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frottement, tout simplement. Dans l'énoncé, il disait qu'il n'y avait pas de frottement, on a une réaction normale, et donc la percussion a la même direction que la réaction normale, puisqu'il n'y a pas de frottement. Alors, ça c'est une vraie impulsion, parce que en mécanique, il y a différents domaines. Hein. En automatique, ce qu'on appelle en automatique une impulsion, il y a différents types de signaux. Hein. En automatisme, dans les automatismes, il y a le signal impulsionnel, hein, en fonction du temps, bien sûr. Je vais mettre un temps t ici. Voilà. Voilà. Là, je vais mettre, comment on appelle ça? Un signal. Voilà, je vais mettre un signal, S. En automatisme, on a un signal. Et ce signal, si on a un signal qui fait ceci, puis tout d'un coup, on a ça, c'est une vraie impulsion. Là, ce qu'on appelle une vraie impulsion. Parce qu'en automatisme, si vous avez ça, ben, on a un signal carré, voire un signal rectangle, voire un sinusoïde. Bon, ça dépend du signal, on a autant qu'on en veut. Mais la vraie impulsion en automatisme est ça, parce que en automatisme, chaque signal est individualisé. Voilà, est individualisé et ont un nom. Et on peut les reproduire par des systèmes automatisés. Voilà, on peut reproduire le système d'impulsion, le système carré, le système rectangle, le système sinusoïdal. En sinusoïde, on peut faire tout ce qu'on veut, parce que bon, on peut faire des sommes de sinusoïdes, des multiplications avec des sommes. On peut tout faire. On peut tout faire en... Voilà, on peut avoir toutes sortes de signaux qu'on veut. Et généralement, on les dénomme. Voilà, ceux qui sont les plus connus, on les dénomme. Par contre, en mécanique, une impulsion de force, c'est tout simplement voilà, l'intégrale de f dt qui est égale à m v2 moins v1. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, l'impulsion n'est pas forcément comme ceci. Voilà, ça peut être un signal comme ceci, et on calcule l'air, parce que ça calcule d'air. Hein. Dès tout de suite, ça calcule d'air, voilà, où on a le temps ici, et là, ben, on a la force. On a la force comme ceci. Là, on fait un calcul d'air. Et donc, ce qu'on appelle impulsion de force n'est pas forcément un signal
comme on appelle impulsion en automatisme, ou là où c'est une vraie impulsion, pam, voilà, ça c'est pam. Par contre, ici, eh ben voilà, ça c'est une vraie impulsion, puisque le choc va durer un très court instant. Ouais. Vous avez le point matériel qui arrive, boum. D'ailleurs, je viens de le faire par un onomatopée, boum. Vous voyez que ça dure pas, j'ai pas dit boum, le choc ne durait pas boum, le choc c'est boum, voilà, un vrai choc, un coup de marteau, taper, c'est une impulsion, hein, paf, voilà, c'est vraiment une vraie impulsion ici. Donc, ici, c'est un cas de figure de vraie impulsion, je veux dire de signal de vraie impulsion, où le signal ici est la force, et la force, je veux dire, que j'ai appelé ici P, qui est le vecteur percussion. Voilà, c'est un coup de percussion, un coup d'impulsion, percussion, ce que vous voulez, mais en tout cas ça fait bam, et voilà, et ça part avec une certaine vitesse. Bon, alors, sachant cela, on a un choc angulaire, et donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas de frottement, puisque c'est l'énoncé qui le disait, et que dans les chocs, il faut traiter la théorie des chocs. Alors, la théorie des chocs, ici, on va considérer que, bon, on a affaire voilà, on a un choc élastique, parfaitement élastique. C'est-à-dire que bon, on aura la conservation de l'énergie cinétique. Donc, je viens de tout vous dire, on aura une conservation de l'énergie cinétique, mais on aura aussi, voilà, une quantité de mouvement qui sera présente. Une quantité de mouvement, puisqu'il y a une impulsion, bam, il y a une impulsion et qui se fait en un court instant, boum, et voilà, et là, vous allez avoir aussi bien un état avant, voilà, et un état après. Alors, l'état avant, c'est tout ce qui est avant choc. Voilà, le choc, il est là. On va considérer le choc à ce moment-là. Mais ce qui étudie, bon, les chocs, c'est ceci et ceci. Et puis, on va mettre en jeu, bien sûr, le choc. Il y a un avant, il y a un après, et il y a le choc. Il y a un avant, un après, et le choc. Alors, je vous rappelle avant toute chose que voilà, un moment linéaire, le moment linéaire d'une masse m, voilà, c'est une quantité P est égale à mv, une quantité vectorielle, parce que v est un vecteur. Donc, la quantité de mouvement au moment linéaire d'une masse, m animée d'une vitesse v qui est vectorielle, est le vecteur P défini par le produit de la masse, qui est scalaire, bien sûr, par le vecteur v. P est égal à mv. La quantité de mouvement P d'une masse étant proportionnelle donc à la vitesse et dépend du système, bien sûr, de référence. Il faut absolument un système de référence, qui peut être un D. Alors là, si on fait la projection sur l'axe X, par exemple, on aura P de X égale MVX. Si on a un repère de D, on aura P de X égale MVX et P de Y MVY, parce qu'il y a deux axes, XY. Il faut reprojeter sur les deux axes. Maintenant, si on a un repère à 3D, ben, il y aura trois axes. X, Y, Z, on aura P de X égale MVX, P de Y égale MVY, P de Z égale MVZ. Alors, ça c'est une chose. La seconde, voilà, la loi de la dynamique, elle nous dit que F égale ma. Et ça c'est bon, la loi Newton, qui a dit que bon, on pouvait voir la loi Newton autrement, je m'excuse, autrement que F égale ma. Comment? Ben, on prend l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors tout est vectoriel ici, vous pouvez le constater. Alors, si je fais rentrer la masse dans la différentielle, je vous rappelle que la masse est constante, je fais rentrer dans la différentielle, on aura dmv dt. C'est là de la dynamique, c'est kif et bourricot, c'est équivalent. Hein. Donc on aura F égale ma, et F égale bien sûr le mv c'est P, on aura dp sur dt. Donc P étant bien sûr la quantité de mouvement. Donc F égale ma, F est égal dp sur dt, ce sont les deux lois Newton. C'est la même chose. C'est pas deux lois différentes, c'est deux lois les mêmes. Puisqu'on a juste mis le m dans la différentielle de la dérivée de la vitesse. La différentielle de la vitesse par rapport à la différentielle du temps. Alors, attention que la loi de la dynamique, bon, voilà, elle est valable pour, bien sûr, on a un facteur K. Il y a ce qu'on appelle la mécanique classique et la mécanique relativiste.
Alors en mécanique classique, le K vaut 1. Pourquoi? Parce que on a, en vérité, c'est pas MV, hein, parce qu'il y a un rapport aussi à tenir en compte. Mais le V sur C, il vaut 0 quand on est en mécanique classique. Donc on a racine carrée de 1 et reste P est égal à MV, MV0. Alors quand est-ce que ça commence à devenir... mais je crois que c'est à partir de 42 000 km à la seconde. C, c'est la vitesse de la lumière, et V, c'est une vitesse, si vous êtes à 42 000 km par seconde, si vous traitez un mobile qui fait au-delà de 42 000 km à la seconde, à ce moment-là, il faut considérer prendre le point de vue relativiste et prendre cette formule-là en tenant compte du facteur K qui est différent de 1. Donc il y aura une petite variation de masse, on va dire. Parce que la masse, elle vaut M0. Si vous faites K fois M0, si le K varie, ben, la masse va... Il y a un facteur K de masse à prendre en compte à cause des vitesses. Voilà. Et ça, c'est la relativité qui dit ça. Bon. Mais ça, c'est à partir d'une vitesse de 42 000 kilomètres à la seconde. Maintenant, pour voilà, ça, je vais introduire les impulsions. Voilà, on a F égale ma, ça fait dp sur dt, voilà, ça qui fait mdv sur dt. Donc en prenant le f et le dt, j'aurai f fois dt est égal dp. Donc, et dp est égal à mdv sur dt. Et donc à partir de là, les impulsions sont données par f de x, bien sûr en intégrant. Il faut faire l'intégrale. Dans un repère 1D, on aura f de x dt. D est égal à dmv de x. F de x en repère 2D, f de x dt, f de y dt est égal à, pour f de x dt dmvx, et pour f de y voilà, dmvy, et pour en 3D vous aurez ça. Voilà. Alors maintenant, pour bien se retrouver, il faut intégrer. Hein. On intègre entre deux temps différents, et donc l'impulsion est égale à la variation de quantité de mouvement. Si vous voulez calculer l'impulsion entre deux instants donnés, bon, cette équation montre que l'on peut calculer donc la variation de la quantité de mouvement mv2 moins mv1 d'une masse dans une direction donnée, ou inversée. Voilà, calculer la variation mv, delta mv, mv2 moins mv1. V2 moins V1. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vecteur P. Ben, P, je viens de vous dire que c'est une impulsion. Donc, je connais la vitesse avant, je connais la vitesse après, donc je peux calculer voilà, le vecteur P. J'ai tout dit, hein, je n'ai plus qu'à mettre les calculs en jeu. Voilà. Le P, il vaudra delta M V, voilà, c'est-à-dire c'est la vitesse après, hein, c'est toujours le final moins l'initial, après c'est le 1, moins l'avant c'est le V0. Alors je rappelle que la vitesse après, ah non j'ai appelé ça V1, V2, je m'excuse, je pensais que je les avais appelés V1, V0, mais donc c'est V2 moins V1, je vais recommencer, je sais pas ce que je l'ai mis. Là, je les appelais V2 moins V1. Je pensais que j'appelais ça V1, V0, mais j'appelais ça V2. Et le premier, c'est V1. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, là, le P, le vecteur P vaut V2 moins V1. Bien sûr, où M, la masse du point matériel. Voilà. Il faut connaître quand même le... Voilà. Mais de toute façon, logiquement, pour trouver les angles, il va probablement avoir une simplification au niveau des masses. Parce que bon, normalement les masses ne nous intéressent pas. Bien que c'est vrai qu'ici apparaît la masse, mais à un moment donné, il va avoir une simplification. Donc on a un plan d'incidence. Voilà, ici on a le plan d'incidence. Alors le plan d'incidence, c'est celui qui est là. Je vais essayer de créer une espèce d'un triangle pour pouvoir discolorier. Plan d'incidence, voilà. Il est là-bas. Voilà, c'est le plan d'incidence. Et puis il y a plan de réflexion. Voilà. Là où il y a l'angle
entre la particule que j'appelle PM, particule élément, point matériel, le point I ici, et voilà, et ça, la normale, ben, vous avez le plan d'incidence. Et donc, les vecteurs P et le vecteur V1 appartiennent bien sûr à ce plan d'incidence. Et donc, que vaut le vecteur vitesse qui est V1? Eh bien là, je vais faire une projection. Oui, on ne le voit pas ici. Je ne l'ai pas mis. J'ai pas mis le vecteur vitesse. Supposons que le vecteur vitesse, il est... Je vais le mettre ici. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le voir? Voilà. Supposons, je ne sais pas si on le voit. Supposons que le vecteur vitesse, il est là. Je vais le dessiner en plus gros. Voilà. Donc, on aura, si vous voulez, ici, moi, je peux avoir un axe XY. Alors, l'axe XY, le X sera porté par la normale. Et le Y, c'est une projection sur le plan. Voilà, du plan, parce qu'en fait, il y a un second plan. Hein, puisque le PM V1, V2 est contenu dans un plan bêta. Voilà. Voilà. Si vous voulez, PM I N est dans un plan. Et V2, le vecteur V1 est dans le plan bêta. V2 est dans le plan bêta. Donc en fait, quelque part, il y a deux plans. Maintenant, l'intersection des deux plans, ben, c'est mon axe X. L'intersection des deux plans, axe X. Là, j'ai la droite X. L'intersection de deux plans, c'est une droite. Donc l'intersection du plan bêta et du plan pi me donne l'axe X. Et donc, j'aurai deux axes. On aura un axe Y et un axe X. Et donc, j'aurai une projection de V1 ici, que je vais appeler V1, on va dire tangente, vitesse tangentielle. Alors, idem pour V2, je vais mettre la vitesse V2 ici, voilà, je vais le mettre en couleur, on va prendre cette couleur-là, voilà, V2 va repartir comme ceci. Bon, et sa projection, voilà, elle vaut V2 tangentiel. Voilà, V2 tangentiel. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? P est égal à MV2 moins MV1, bien sûr c'est vectoriel. Hein. Parce que ici j'ai oublié, voilà, V2 moins MV1. Et qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que si je divise par M, P sur M est égal à V2, puisque j'ai divisé par M, moins V1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que V1 égale P sur M plus V2. Et voilà, ça c'est intéressant à savoir. Ça veut dire que c'est le vecteur percussion divisé par M plus V2. Vous avez... si, donc, on a le vecteur V1 qui vient comme ceci. Voilà. Que vaut-il ce vecteur V1? Que vaut-il? Ben, il vaut le vecteur percussion que j'appelle P, je le divise par M, donc il s'est réduit, voilà, en le divisant par M. Là, j'ai P sur M, mais il est perpendiculaire, hein. Il est situé sur la normale. Donc, si je fais ceci, voilà, si je fais, alors, V2, voilà, V2, il est comme ceci. Supposons que V2 est comme celui-là, voilà, comme ceci. Voilà. PM
Donc, PM plus V2 va donner ceci. Donc, j'aurai V2 plus P sur M. Voilà. Eh bien, je trouve V1. Voilà. Mais V1, V2 ne sont pas encore connus. Bon, donc, il faudrait trouver V1, V2 une fois qu'on a les... Mais en tout cas, en direction, on peut les avoir. Hein. Ouais, via un triangle, une triangularisation, puisque cette équation-là me permet de trouver, je veux dire, les directions. Voilà. Ceci permet de trouver les directions. On sait bien qu'on a une relation qui existe entre V2 et la percussion divisée par la masse, qui va me donner V1. Voilà. Donc, et donc tout va rester dans le plan, parce que je fais deux vecteurs, P est dans le plan bêta, V2 dans le plan bêta, donc V1 sera dans le plan bêta. Donc tout ça, c'est dans le plan bêta. Tout ça appartient, tout ce que j'ai mis ici, appartient au plan bêta. Le plan bêta, vous voyez bien qu'est-ce que c'est. Hein. Ben, il contient PM, le point d'impact, voilà, le vecteur P, la normale, voilà, il contient tout ça. Alors maintenant, si j'applique au point d'impact, voilà, je vais appliquer au point d'impact, je vais mettre les équations au point d'impact, et je fais une projection sur, donc je prends la projection, je vais tout projeter, hein, la relation que je viens de voir, sur le plan, bien, comme je l'ai dit, tangent à S en I, c'est-à-dire sur l'axe X. Sur l'axe X, et alors là, va apparaître donc deux vecteurs, parce que qui est projeté V1T, qui est tangent, et V2T, qui est aussi tangent. Voilà, qui représente respectivement les vecteurs projection dans le plan pi, dans le plan pi. Voilà, par rapport aux objets V1, V2 et le vecteur P. Alors, si je projette, ça va me donner quoi? Mais le vecteur impulsion, si je le projette, ça fera 0. Parce que voilà, je projette sur X, ça fait 0. Par contre, si je projette celui-ci, comme je vous ai dit, ça va donner V1 tangent. Et si je projette celui-ci, ça donne V2 tangent. Donc, je vais réécrire l'équation que j'avais il y a un petit instant. C'est-à-dire ceci. Ben, je vais la réécrire. Il y a des inconnus, c'est ça, il faut tourner autour des inconnus pour essayer mettre des équations au maximum, parce que bon, on a quand même quelques inconnus. Hein. Voilà. Voilà. V1 est égal à P sur M plus V2. Ben, projeté, ben, ça va donner V1 tangentiel. Voilà. V1 tangentiel. Là, le P, il vaut 0 parce que je l'ai projeté sur X, 0. Et là, on aura V2 tangentiel. Là, j'ai une projection sur X. Voilà, sur l'axe X. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que là, j'ai une deuxième relation qui est établie. Eh bien, voilà, au niveau tangentiel, on a l'égalité. L'égalité des vecteurs. Donc, moi, ce que je dois démontrer, il ne faut pas perdre de vue que je dois démontrer, voilà, sinus I égale sinus R, quelque part. C'est-à-dire que I égale R. Parce que quand deux sinus sont égaux, s'ils ont même, voilà, même arc ou même amplitude d'angle. Donc, c'est-à-dire que ça entraîne I égale R. Mais pour ça, il faut déjà avoir, voilà,
des égalités. Et ici, je viens d'en avoir une de pure entre les vitesses transversales. Vous voyez bien qu'au niveau des les vitesses transversales sont égales. Donc ça veut dire que la vitesse ici, tangentielle, je m'excuse, pas transversale, c'est tangentielle. La vitesse tangentielle, V1 est égale à V2. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qu'on peut déjà tirer profit de ça. Et maintenant, je vais faire la relation. Alors je vous rappelle, dans les chocs centraux, bah, ici c'est un choc angulaire. On a affaire à un choc angulaire, mais dans les chocs centraux, je vous rappelle que il y a deux types d'équations à prendre en compte. Je parle du choc élastique, hein, du choc parfaitement élastique. C'est-à-dire qu'il y a conservation de l'énergie cinétique. Voilà, parce que le choc est élastique. Mais on a aussi une conservation d'impulsion. Hein. Voilà. On a la conservation d'impulsion. Voilà. L'impulsion, ça a été fait au travers de MV1. J'ai mis l'équation, hein, c'était V1 est égal à P. J'ai fini par retrouver V1 est égal à P sur M plus V2. Voilà, ça c'est la conservation de l'impulsion. Mais une deuxième qui peut venir nous aider, c'est la conservation. Oui. Comme ce que je viens de vous dire là maintenant, juste à présent. Voilà, ça c'est dû à la conservation des impulsions. Hein. Et donc, ça provient aussi le premier provient de conservation de l'impulsion, parce que j'ai traité un problème voilà, de conservation d'impulsion. Voilà, avec, je vous rappelais, j'avais l'impulsion P dt est égal à mv2 moins m bien au niveau vectoriel. Voilà, ça c'est une conservation de l'impulsion. Et donc, ce qui induit dans la conservation de l'impulsion, ben, une conservation des vitesses tangentielles. Conservation des vitesses tangentielles. Maintenant, comme on sait qu'on a affaire à un choc qui est parfaitement élastique, eh bien, je peux écrire l'équation de il y a conservation de l'énergie cinétique parce qu'on a un choc parfaitement élastique. Donc, on aura un demi mv 1 au carré est égal à 1 demi mv2 au carré. Voilà. Là, on a bien une simplification des masses, comme je vous avais dit tout à l'heure. Voilà, ici, et de la constante, ici, qui va partir aussi. Voilà, on va voir V1 carré, V1 carré, V1 carré est égal à V2 carré. Ce qui veut dire que si le carré de deux nombres sont égaux, ça veut dire que leurs valeurs sont égales. V1 égale V2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire, bon, si maintenant je mets les angles, je vais refaire un petit dessin. Alors maintenant, je vais faire. Vous allez dire, les angles sont pas encore là. Ouais, ben, ils vont bientôt arriver. Le tout, c'est de faire apparaître justement ces angles. Alors, comment pourrait-on faire apparaître les angles? Là, j'ai la normale. La normale, elle est là. Alors, bien sûr, le point d'impact, supposons qu'il soit là. Voilà. Là, on est en dessous du. Voilà, c'est toujours la normale, mais on la vraiment apparaître. Enfin, il y a des pointillés pour dire que c'est derrière le plan. Ça, c'est le solide. Enfin, là, c'est la surface. Voilà. On a la normale. Et là, maintenant, je vais mettre les angles. Alors, là, il arrive comme ceci. Je dois démontrer que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, je dois montrer que I et R sont égaux. Voilà. Sachant que, bien sûr, on a un point matériel ici. Le point d'impact, il est là. Et bien sûr que j'ai les composants de vitesse. Ouais, bien sûr, je vais mettre l'axe X. Supposons qu'il est là. L'axe X.
la normale, c'est l'axe Y. La normale, ici, je vais mettre pointé comme étant l'axe Y. Et là, maintenant, je vais mettre le premier vecteur qui est V1 et le second vecteur qui est V2. Là, j'ai une projection V1 tangentielle. Voilà. Et ici, c'est pareil. J'ai V2 tangentielle. Alors, les deux vecteurs V1 et V2 sont les mêmes. Hein. V1T et V2T sont les mêmes. Donc ce qu'on a comme relation, c'est que V1T égale V2T et que V1 égale V2. Intéressant. Donc, V1T égale V2T et que en norme V1 égale V2. Voilà, ça c'est en norme. V1 égale V2. Et donc, l'angle, où est-ce que je pourrais l'avoir? Si je remets le V1 ici, je fais une parallèle. Voilà, une parallèle ici et une parallèle là. Alors, où sont les angles? Là, j'ai l'angle I. Je vais faire en plus grand. J'aurai V1. Là, j'ai V1 de T. Et là, j'ai I. L'angle I. Bon, pour l'autre, j'aurai pareil. Là, on a ces deux angles. Ici, c'est... l'angle R, ça, c'est alpha. Donc, si ça, c'est alpha, l'angle R, il est là. Bah, je pourrais prendre l'angle R ici. Hein. Je pourrais prendre ici l'angle R là. Donc, par rapport à ça, je devrais dessiner ça comme ça. Donc, je devrais dessiner comme ça. V2 de T. Là, on a... et l'angle est là. Et là, j'ai V2. Voilà. Et on a des triangles rectangles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire que V1 de T, sur côté adjacent, ici c'est le côté V1 de T, le I, il est... Ah non, le I, il n'est pas là, je m'excuse, je me suis trompé. Le I, il n'est pas là. Le I, il n'est pas là. Parce que le I, il est là. L'angle I, il est là. Les angles correspondants sont ici. Hein. Donc ici, j'ai le complémentaire. Ça veut dire que l'angle I, il est là. L'angle I, il est là. Voilà. Donc, là, je vais calculer. I, côté, par rapport à I, le V1 de T, c'est le côté opposé. V1 de T en norme sur l'hypoténuse V1 égale sinus I. Sinus de I. Ici, V2 de T. V2, côté, là c'est l'angle R. Côté opposé, c'est V2 de T. Sur l'hypoténuse qui est V2 égale sinus R. Voilà. Et comme V1 de T égale V2 de T, donc je vais les écrire. Hein. Je vais chercher une feuille. V1 de T. V1 de T sur V1 égale sinus I. Et V2 de T sur V2 égale sinus R. Comme V1 de T est égal à V2 de T, voilà, composantes transversales, tangentielles sont les mêmes. V1 de T égale V2 de T.
peut dire que V1 sinus I égale V2 sinus R, mais comme V1 est égal à V2, voilà, V1 égale V2, donc sinus I égale sinus R, et deux sinus sont égaux s'ils ont même amplitude, I égale R. Et voilà ce qui fait CQFD, qui démontre la démonstration que, voilà, démontrer que l'angle d'incidence et de l'angle complémentaire à l'angle de rebond par rapport à la surface sont égaux. Voilà, I égale R. La démonstration est faite. À mon avis, Newton avait déjà démontré, à mon avis, probablement de manière, je ne sais pas s'il a fait avec les vitesses. Ben oui, probablement parce qu'il connaissait la relation de la dynamique, donc il savait s'en sortir avec la quantité de mouvement qui est une relation dynamique et la conservation de l'énergie cinétique, puisqu'on a affaire à un choc qui est parfaitement élastique, puisqu'on a un rebond. On a un rebond, donc un bon rebond, parfaitement, il rebondit parfaitement, donc on a un choc parfaitement élastique, tout est conservé. Aussi bien, on a une conservation de l'énergie cinétique, mais de la quantité de mouvement. Bon, parfaitement élastique, ça veut dire que, bon, tout est conservé au niveau de l'énergie cinétique. Hein. L'énergie cinétique avant le choc est égale à l'énergie cinétique après le choc. C'est la conservation, voilà, de l'énergie cinétique, c'est-à-dire un demi mv1 au carré est égal à un demi mv2 au carré, c'est-à-dire que les vitesses, quelque part, elles sont conservées. V1 égale V2. Voilà, on a un choc parfaitement élastique. Donc les vitesses sont conservées, puisqu'on a une conservation de l'énergie cinétique. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'encastrement, voilà, il n'y a pas de perte de vitesse, et tralali tralala, c'est ça que ça veut dire. Et donc là, il est parfaitement élastique quand on a une conservation des vitesses. Et là, c'est ce qui se passe, on a une conservation des vitesses. Et donc, Newton savait faire à cette époque-là, bon, les études de choc aussi bien centraux qu'angulaires. Ici, c'est un choc angulaire. Donc, il savait faire, voilà, au travers de sa relation dynamique, la conservation de la quantité de mouvement, ainsi que voilà, la conservation de l'énergie cinétique au travers, voilà, d'un choc parfaitement élastique, qui est le cas ici. Et donc, pouvait démontrer que I égale R, sans passer par la géométrie, parce qu'on peut le faire par la géométrie, je vous l'ai dit dès le départ, par la géométrie, mais il faut mettre des chemins, hein, par la théorie des chemins, voilà, avec des vecteurs, on peut s'en sortir, bien sûr, il y a des sinus, on va retomber sur des sinus, ouais, le but c'est de trouver sinus I égale sinus R, donc I égale R, on sait le faire avec la géométrie, voilà, avec des chevaux, je crois que je l'avais fait avec des chevaux, je sais plus, avec 2 personnes, des chevaux, je me rappelle plus voilà, du problème, mais on peut le faire par la géométrie, ben, ici c'est fait avec des vitesses, et conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement. Donc ici on sait qu'on a une impulsion, on sait traiter, voilà, au travers de l'équation des impulsions, on sait traiter, voilà, qui est une équation de la dynamique, qui est l'équation de, voilà, de sortie par, je crois, Newton, hein, qui est l'impulsion est égale à la variation de la quantité de mouvement, voilà. Et donc on démontre que les vitesses tangentielles sont égales, bon, et comme elles sont proches, sont tous les deux sur le même axe, ils ont la même direction, ben, V1 de t est égal V2 de t en projection sur l'axe X, hein. Voilà, en projection sur l'axe X, V1 de t égale V2 de t, hein. Les vecteurs sont les mêmes, voilà, en norme, elles sont les mêmes, ouais, en plus de ça, elles ont la même direction et même sens, donc c'est deux vecteurs parallèles, voilà, qui sont égaux. Et en plus de ça, les vecteurs vitesse qui sont sur les angles, au niveau de la direction angulaire, les vecteurs vitesse V1 et V2 en norme, elles sont égales. Voilà, donc, et donc on s'est même trouvé, connaissant le I, voilà, on sait tout trouver. Même le P, on sait le trouver. Parce que je vous rappelle que le P, je sais le trouver si je connais V1, V2. Hein. Par la relation qui est là, V1 moins V2, ça fait P sur M. Hein. Voilà, M, si vous connaissez la masse, vous savez trouver P. Voilà, donc on aura V1 moins V2 égale P sur M. Voilà, ou si vous voulez, MV1 moins MV2 égale P, vecteur impulsion. Je peux trouver le vecteur impulsion, P. Je sais tout trouver, pour autant qu'on connaisse V1, V2. Pour autant qu'on connaisse V1, V2. Voilà, et donc vous voyez que tout est égal, V1 égale V2 au niveau angulaire, les vitesses, je veux dire, provenant de la direction linéaire
avec un certain angle I par rapport à la normale et la vitesse V2 faisant un angle R par rapport à la normale, mais ces deux vitesses-là en norme sont les mêmes. Elles sont pas les mêmes directions, c'est normal, hein, parce que bon, il y a un rebond, et il y en a une qui fait un angle I par rapport à la normale, l'autre fait un angle R. Ils n'ont pas les mêmes directions. Ils n'ont pas les mêmes directions. Mais en tout cas, en norme, elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes en norme. Pourquoi? Parce que ça vient voilà, d'un choc parfaitement élastique que les vitesses sont les mêmes, V1 égale V2. Voilà, au travers de l'énergie cinétique. Donc V1 égale V2 au niveau norme de la vitesse qui est, je veux dire, l'une provenant d'un angle I par rapport à la normale, l'autre repartant avec un angle R par rapport à normal, ces deux vitesses sont égales en norme. Mais en projection, sur l'axe X, les vitesses transversales sont aussi identiques. Et donc, on obtient, je veux dire, voilà, on obtient des triangles rectangles comme ça, qu'on peut traiter assez facilement. On a voilà, l'opposé sur l'hypoténuse, qui est le sinus. V1 de t est égal à V2 de t, donc je peux dire que V1 sinus i est égal à V2 sinus r. Et donc, comme V1 égale V2 par la quantité que la conservation de l'énergie cinétique, V1 égale V2, donc fatalement, sinus i égale sinus r. Et si sinus i égale sinus r, oui, si j'oublie l'angle, R, sinus i égale sinus r, voilà, et si sinus i égale sinus r, c'est que deux sinus sont égaux s'ils ont même amplitude ou même arc. Donc voilà, ce qui finit par démontrer la démonstration. Alors, sinus i égale sinus r. Il suffit de démontrer ça, donc faire apparaître les angles. Hein. Et donc, comment fait-on apparaître les angles? On fait apparaître les angles par des triangles de vitesse. C'est ce qu'on appelle des triangles de vitesse. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a deux situations. On a deux situations, donc une donnant un angle I avant impact, un autre donnant un angle R après impact, par rapport au normal bien sûr. Un angle est toujours donné par rapport à quelque chose, c'est par rapport à la normale. Donc on a des angles qui sont donnés avant impact, après impact, on a des vitesses avant impact et après impact. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des vitesses, on peut décomposer pour avoir les vitesses tangentielles, mais on a les vitesses provenant avec les angles I et R. Donc l'astuce c'est de projeter sur l'axe X pour avoir un triangle rectangle. Une fois qu'on a voilà une composition des triangles, avec voilà l'angle qu'on s'est retrouvé I et R dans ces triangles-là, mais d'office on s'est trouvé la relation qui existe entre I et R. Voilà, au travers de deux triangles. Un triangle avant, un triangle après. Un triangle de vitesse avant, un triangle de vitesse après. Et tout ça par le truchement de l'astuce de faire apparaître voilà, une vitesse tangentielle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un axe X et décomposer la vitesse V1, V2 vectorielle sur un axe X pour avoir les vitesses tangentielles V1 de t, V2 de t. À partir de ça, je crée un triangle de vitesse. Et donc, on s'est trouvé les angles I et R. Donc, c'est un petit peu astucieux, mais bon, on finit par, je veux dire, s'y retrouver pour trouver des angles. De toute façon, quand on pose le fait de rechercher voilà, des angles, ce qu'il faut penser, bon, il faut penser triangle. Hein. Quand vous devez rechercher des angles, il faut penser triangle. Quand vous recherchez des angles, pensez triangle. Et ici, bon, on a un système, le système est composé d'un point matériel et d'une surface. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, on a un système, un système dynamique avec un point matériel avec une certaine vitesse, avant impact et après impact. Donc on a des vitesses avant impact, on a des vitesses après impact. Et par le truchement, bien sûr, de la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique, ben, et en décomposant, et c'est ça l'astuce, décomposant sur un axe X, ben on a un triangle de vitesse. On a un triangle de vitesse. Et l'égalité de certaines vitesses par la conservation fait en sorte qu'on peut trouver la relation entre les angles I et R, et dans ce cas-ci, c'est une égalité parfaite entre l'angle d'incidence et l'angle de réflexion, qu'on retrouve bien sûr en optique. En optique, bien, quand on a en optique, bien sûr, l'étude, bien sûr, des rayons lumineux, des faisceaux lumineux, au travers de trajectoires linéaires qui vont rebondir sur un miroir. Donc il est vu comme étant corpusculaire. Alors qu'on sait l'étudier aussi autrement, de manière ondulatoire. Bon, mais ça, c'est des autres équations. C'est pas tout à fait les mêmes équations. Ici, c'est un point de vue, on va dire, de conservation de quantité de mouvement et d'énergie cinétique. Alors qu'on sait le faire aussi d'autres manières, par notamment la géométrie. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On
peut trouver de multitudes de façons de trouver, voilà. En tout cas, ce qui est bien ici, c'est qu'on a un état avant choc, un état après choc. Et que le choc nous donne la relation de quantité de mouvement, qui est le vecteur P, qui est le vecteur percussion ou le vecteur impulsion. C'est un vecteur impulsion, vecteur percussion ou vecteur choc. Vous pouvez l'appeler vecteur choc. Je vous remercie.